Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. 3 petites filles demandent de l'aide à un millionnaire, puis quelque chose d'horrible arrive. Dans cette ville grise et glaciale, chaque souffle de vent semblait vouloir transpercer jusqu'aux os. Les immeubles en béton, aux façades ternies par le temps et la pollution, s'érigeaient comme des géants indifférents au sort de leurs habitants. Les rues étroites du quartier pauvre étaient jonchées de détritus, et l'odeur âcre de l'humidité et du bitume mouillé flottait dans l'air. Par moments, un filet de fumée s'échappait des canalisations fissurées, mêlant froid et suie en un nuage grisâtre. Au milieu de cette morosité, 3 petites filles avançaient d'un pas décidé, malgré la fatigue visible sur leur visage. Emma, la plus âgée, tenait la main de sa sœur cadette, Sophie, dont les yeux timidement baissés trahissaient la peur du monde extérieur. La petite Mia, elle, sautillait parfois d'un pied sur l'autre, tentant de se réchauffer, ses joues rougies par le froid vif. Elle portait des manteaux trop grands pour elle, certains trous dans les manches avaient été rafistolés grossièrement, et leurs chaussures usées laissaient entrevoir leurs chaussettes trouées. Leur visage était pâle, la peau craquelée par l'hiver, mais surtout marquée par la fatigue et les privations d'un quotidien dur. Pourtant, dans leurs yeux brillait une lumière farouche, une flamme d'espoir et de courage qui refusait de s'éteindre. C'était le regard de l'innocence qui lutte, de l'enfance qui refuse de plier. Entre leurs mains gelées, elles serraient fermement une enveloppe froissée, abîmée par les manipulations répétées. Sur cette enveloppe, écrit à la main avec soin, un nom, Monsieur Jonathan Reed. Pour elle, ce nom était synonyme d'espoir, un dernier recours dans un monde trop souvent cruel. Jonathan Reed, ce millionnaire célèbre pour ses investissements technologiques et ses œuvres caritatives, était peut-être la clé pour sauver leur mère. Cette mère, Mary Johnson, était leur univers entier. Depuis des semaines, elle ne pouvait plus quitter son lit, affaiblie par une maladie qui semblait chaque jour plus menaçante. Elles avaient épuisé toutes les pistes, tous les secours, mais rien ne suffisait. L'hôpital leur avait demandé une somme qu'elles ne pourraient jamais réunir. Ce matin-là, malgré le vent glacial qui leur mordait les joues et l'incertitude qui pesait lourd sur leurs épaules frêles, c'est Emma qui avait pris une décision. Son courage d'enfant devenu soudainement adulte la poussait à frapper à la porte d'un monde auquel elle n'avait jamais eu accès. Elle marchait d'un pas pressé, le bruit de leurs pas résonnant sur le trottoir gelé, traversant les rues sombres, cherchant la tour de verre où travaillait l'homme dont dépendait désormais leur destin. Chaque pas était un combat contre le froid, contre la peur, contre l'injustice d'un système qui semblait oublier ceux qui souffraient en silence. Mais Emma, tête haute, entraînait ses sœurs vers cette porte qui pouvait changer leur vie. La tour de verre et d'acier où travaillait Jonathan Reed s'élevait au-dessus de la ville comme un monument à la réussite. Le hall d'entrée était vaste, inondé de lumière, les sols en marbre blanc parfaitement cirés. Des œuvres d'art moderne trônaient le long des murs, et l'odeur d'un café haut de gamme flottait dans l'air. Pour Emma, Sophie et Mia, cet endroit semblait irréel, comme un décor de film. À peine eurent-elles franchi les grandes portes tournantes qu'un agent de sécurité, en costume sombre et oreillette, s'avança vers elles. Son regard, d'abord distrait, devint rapidement méfiant en apercevant les vêtements usés et les visages juvéniles des 3 enfants. « Qu'est-ce que vous faites ici, les filles ?» demanda-t-il, sur un ton sec mais pas encore hostile. Emma déglutit, inspira profondément, et fit un pas en avant. Sa voix était tremblante, son regard légèrement fuyant, mais une lueur déterminée brillait au fond de ses yeux. « Nous avons besoin d'aide, notre maman est très malade. Elle s'appelle Mary Johnson. Elle doit avoir une opération, mais on n'a pas d'argent. » Le garde resta un moment figé. Il s'attendait à tout sauf à cela. Il regarda Emma, puis Sophie, qui serrait un coin de son manteau, et enfin Mia, dont les grands yeux curieux scrutaient les lieux avec émerveillement et appréhension mêlée. Contre toute attente, le cœur du garde se serra légèrement. Il n'était pas habitué à voir des enfants dans cette tour de luxe, encore moins avec un tel mélange de dignité et de désespoir. Il prit l'enveloppe qu'Emma lui tendait. « Attendez ici, je vais prévenir Monsieur Reed, » dit-il en s'éloignant. Les filles se tinrent immobiles près du mur, sur le marbre froid. Les regards de quelques employés passant dans le hall se posèrent brièvement sur elles, certains avec indifférence, d'autres avec surprise ou gêne. Quelques minutes plus tard, un homme grand,
en costume impeccable, s'approcha. Ses cheveux légèrement grisonnants encadraient un visage dur, taillé par les années et les responsabilités. C'était Jonathan Reed. Il s'arrêta devant les trois filles. Un instant, il ne dit rien. Son regard, d'abord froid et professionnel, s'adoucit imperceptiblement en croisant les yeux d'Emma. Il y lut une peur contenue, mais aussi une force rare. « C'est vous qui avez laissé cette lettre ?» demanda-t-il d'une voix grave mais calme. Emma hocha la tête. « Montrez-la-moi. » Elle tendit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Jonathan l'ouvrit et lut le mot écrit par Mrs. Delaney, une travailleuse sociale bien connue dans la ville. Elle y expliquait la situation critique de Mary Johnson, sa solitude, sa maladie dégénérative, son impossibilité de subvenir aux besoins médicaux, et surtout la détermination de ses trois filles à la soutenir envers et contre tout. Quand il releva les yeux, Jonathan Reed ne voyait plus seulement des enfants pauvres dans son rôle. Il voyait le courage brut, la douleur nue, et une dignité qui dépassait l'âge. « Très bien, » dit-il en repliant la lettre. « Je vais m'en occuper. » Il sortit son téléphone, passa 2 appels rapides. Dans le premier, il ordonna qu'un rendez-vous d'urgence soit fixé à l'hôpital privé de la ville pour Mary Johnson. Dans le second, il appela son comptable pour qu'un chèque de $50 000 soit immédiatement émis à son nom personnel pour couvrir tous les frais liés au traitement. Puis il se tourna vers Emma. « Je ne peux pas promettre un miracle, mais je vous promets que votre mère recevra les soins dont elle a besoin. Vous avez toute mon attention. » Emma hocha la tête sans pouvoir parler. Ses lèvres tremblaient. Sophie se rapprocha instinctivement d'elle et prit sa main. Mia, elle, esquissa un petit sourire timide. Avant de partir, Jonathan leur donna une carte. « Voici mon bureau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'attendez pas. » Les filles quittèrent le bâtiment, serrées les unes contre les autres dans le froid, mais cette fois, avec un peu moins de peur. Pour la première fois depuis longtemps, elles sentaient que l'espoir n'était plus un rêve lointain, mais quelque chose de réel. Quelque chose de possible. Mais quelques jours plus tard, alors que l'espoir semblait enfin avoir frappé à leur porte, la nouvelle s'abattit comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé de larmes. Un matin glacial, à l'aube, un voisin du petit immeuble décrépit où vivaient les Johnson avait remarqué une étrange odeur. Il frappa à la porte de l'appartement 3B, inquiet de ne pas avoir vu les filles descendre comme d'habitude pour aller chercher de l'eau chaude ou du pain à la supérette du coin. Personne ne répondit. Les pompiers furent appelés. Lorsqu'ils forcèrent la porte, un nuage invisible et mortel flottait dans l'air, le monoxyde de carbone. Une vieille chaudière fissurée, un système de chauffage vétuste, une fenêtre bloquée depuis des mois par l'humidité. L'hiver, silencieux, avait gagné une bataille tragique. Sur le lit défraîchi du salon, Mary Johnson gisait, inconsciente. À ses pieds, une petite couverture soigneusement pliée, laissée sans doute par l'une de ses filles avant de partir chercher de l'aide ou de l'espoir. Les secours tentèrent l'impossible, mais il était déjà trop tard. Mary mourut à l'hôpital quelques heures plus tard, sans avoir pu bénéficier de l'opération que Jonathan Reed avait pourtant promis de financer. Le destin, cruel et silencieux, avait frappé plus vite que la générosité. Lorsqu'un de ses assistants lui annonça la nouvelle, Jonathan Reed resta silencieux, debout devant les immenses baies vitrées de son bureau du 37e étage. Il regardait la ville en contrebas, mais son esprit était ailleurs. Son cœur, habitué aux chiffres, aux acquisitions et aux discours d'investisseurs, ne savait pas quoi faire de cette douleur soudaine, presque personnelle. Il se sentait responsable. Il avait agi, trop lentement. Dans un monde parfait, son geste aurait suffi. Mais le monde réel ne donne pas toujours le temps d'agir. L'argent n'avait pas suffi à gagner la course contre la mort. Contre l'avis de ses conseillers, il prit sa voiture personnelle, sans chauffeur, et se rendit dans le quartier des Johnson. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble délabré, il fut frappé par le contraste entre son monde et celui de cette famille. L'entrée puait le moisi, les escaliers craquaient, les murs étaient couverts de graffitis et de fissures. C'était un autre univers. Un univers qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître de près. Dans l'appartement sombre et silencieux, il trouva Emma, Sophie et Mia, recroquevillées sur le même canapé. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux rougis par les larmes et la fatigue.
La pièce avait été aérée, mais l'odeur de gaz semblait encore flotter dans l'air, comme une trace du drame invisible. Emma leva les yeux vers lui. Elle ne dit rien. Il n'y avait plus rien à dire. Jonathan s'agenouilla doucement devant elle. Il posa une main sur celle d'Emma, sans prononcer un mot. Les filles n'avaient pas besoin de discours. Elles avaient besoin de présence, de chaleur, de vérité. Et, pour la première fois depuis longtemps, Jonathan Reed ressentit la faiblesse d'un homme riche qui ne pouvait pas réparer ce que l'argent ne pouvait acheter. Cette nuit-là, il ne retourna pas à son pantouse de verre et de chrome. Il resta dans un hôtel modeste du quartier, méditant sur cette douleur qui ne le quittait pas. Il pensa à ses propres enfants, qu'il n'avait pas vus depuis des semaines. Il pensa à son enfance dans un foyer modeste, qu'il avait tenté d'oublier derrière les murs de ses succès. Et il prit une décision. Pas par pitié, mais par devoir humain. Il adopta légalement Emma, Sophie et Mia. Les procédures furent accélérées. Il mobilisa ses avocats, ses contacts, ses ressources, mais surtout, son cœur. Mais Jonathan ne s'arrêta pas là. Il savait que le drame des Johnson n'était pas isolé. Il comprit que le vrai combat ne se gagnait pas avec des chèques ponctuels, mais avec des structures, des protections, de la prévention. Il lança un vaste programme baptisé Safe Start, destiné à repérer, accompagner et soutenir les familles vivant dans des conditions précaires. Il investit dans des logements sociaux de qualité, des centres de santé communautaires, des unités mobiles de détection de logements à risque. Dans une conférence de presse émouvante, aux côtés des 3 sœurs désormais installées chez lui, il déclara : « Je n'ai pas pu sauver Mary Johnson. Et je vivrai avec cette douleur. Mais je peux faire en sorte qu'il y ait une suite. Je peux faire en sorte que d'autres mères soient protégées. Et que d'autres enfants n'aient pas à supplier dans le froid. » Des années plus tard. Le temps avait passé, emportant avec lui les larmes de l'enfance, mais laissant intactes les cicatrices qui forgent les âmes fortes. Emma, Sophie et Mia, autrefois 3 petites filles tremblantes dans le froid, étaient désormais devenues des femmes accomplies, respectées et admirées. Emma Johnson Reed, l'aînée, avait poursuivi des études brillantes en droit. Son passé ne l'avait jamais quittée, chaque dossier qu'elle défendait, chaque famille qu'elle accompagnait, portait en filigrane le visage de sa mère. Spécialisée en droit des familles et logement social, elle fonda un cabinet entièrement dédié à la défense des foyers les plus précaires. Elle plaidait avec la même intensité qu'elle avait eue, enfant, en tendant cette lettre à Jonathan Reed. Son nom devint rapidement une référence dans les tribunaux, mais aussi un symbole, la justice peut avoir un visage humain. Sophie, elle, trouva sa voie dans l'enseignement. Douce, attentive et patiente, elle décida d'enseigner dans les écoles publiques des quartiers défavorisés, là où les enfants grandissent trop vite, là où les poèmes se perdent entre les sirènes de police. Dans ces classes, elle ne voyait pas que des élèves, elle voyait des histoires, des silences, des rêves étouffés qu'il fallait réveiller. Elle initia des projets de théâtre, de lecture libre, de soutien psychologique à travers l'art. Ses élèves l'appelaient simplement Miss Sophie, mais dans les couloirs, on la surnommait la lumière des enfants invisibles. Mia, la plus jeune, fut profondément marquée par la mort de leur mère. Elle décida de devenir médecin spécialisé en santé communautaire. Après ses études, elle refusa les cliniques privées et les cabinets de luxe. Elle choisit d'ouvrir une clinique mobile, financée par la Fondation Reed, qui parcourait les banlieues, les zones rurales, les centres d'accueil. Elle allait à la rencontre de ceux qui n'allaient plus vers les hôpitaux. Dans chaque patient, elle retrouvait un fragment de cette histoire qu'elle refusait de laisser se répéter. L'histoire des 3 sœurs Johnson Reed devint un emblème national. Des documentaires, des livres, des conférences furent consacrés à leur parcours. Mais au-delà de l'émotion publique, c'était l'impact concret de leur engagement qui faisait la différence. Des lois furent votées, des fonds publics redirigés, des centaines de milliers de familles secourues. Et au cœur de ce miracle social, un homme veillait dans l'ombre, Jonathan Reed, aujourd'hui âgé, aux cheveux blancs, les traits plus creusés mais les yeux toujours vifs. Il avait vendu une grande partie de ses parts dans ses entreprises pour consacrer sa fortune à sa fondation, The Safe Start Initiative. Lui qui, autrefois, comptait ses réussites en milliards, les comptait désormais en vies sauvées, familles logées, enfants protégés.
Il n'était plus le magnate froid des tours d'acier, mais un grand-père respecté, un homme transformé par une promesse brisée, et 3 petites filles qui lui avaient tendu la main. Lors d'une cérémonie organisée à l'Université de Columbia, où les 3 sœurs furent décorées pour leur contribution exceptionnelle à la société, Emma monta sur scène. Elle portait une robe simple, noire, ses cheveux attachés, son visage marqué par la maturité, mais ses yeux étaient les mêmes que le jour où elle avait traversé le hall de verre pour demander de l'aide. Elle regarda la salle silencieuse, puis Jonathan Reed, assis au premier rang, et dit : « La vie peut nous briser ou nous façonner. Nous avons choisi de nous relever. Mais nous n'avons pas fait ce choix seuls. Un jour, quelqu'un a vu en nous plus que nos manteaux troués, plus que nos visages fatigués, il a vu notre humanité. Et il a agi. Ce n'est pas juste une histoire de richesse. Ce n'est pas même une histoire de charité. C'est une histoire d'humanité. D'un geste qui a changé le cours de notre destin et, à travers nous, celui de milliers d'autres. Alors si aujourd'hui, vous hésitez à tendre la main à quelqu'un, ne vous demandez pas ce que vous allez perdre. Demandez-vous ce que vous pourriez sauver. La salle se leva pour une standing ovation. Jonathan, les larmes aux yeux, applaudit en silence.